Bonjour, vous regardez Des mots et débats. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission, la mission qui donne la parole aux auteurs et qui permet de découvrir leurs ouvrages. L'invitée du jour, vous la connaissez, elle est d'origine congo, béninoise, asiatique, afro-asiatique. Elle est assistante sociale, auteure, poète, conférencière. Elle habite dans l'Oise, en région parisienne. Je vous présente Assia Printemps Jibirila. Vous allez bien? Très bien. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis toujours ravie de vous revoir. Alors, vous êtes l'auteur de Mission Soleil, c'est votre premier roman. Les Nouvelles de l'au-delà, c'était un opus de contes et de nouvelles. Il y avait aussi Petit texte entre amis. D'ailleurs, votre fille, Paul, a collaboré dans ce... Elle m'a prêté certains poèmes, oui. Vous n'avez pas honte? Non, pas du tout, j'assume. Non, c'est bien cette collaboration, justement. Et puis vient de paraître votre dernier ouvrage, Afrique, aux éditions Les Plumes de Chris. Eh bien, commençons cette première partie d'émission au fil des pages. Assia Printemps Jibirila, on comprend tout de suite le jeu de mots de votre titre, de votre, je ne sais pas si c'est un recueil de nouvelles, il y a des poèmes dedans. Voilà, en tout cas, c'est votre ouvrage. Donc, Afrique, expliquez-nous ce jeu de mots. Bien, en fait, c'est un jeu de mots déjà au niveau de la consonance, parce que quand on dit Afrique, à la limite, si on ne sait pas trop comment l'orthographier, on peut jouer justement avec ces consonances. Et puis, c'était aussi une façon d'interpeller sur, comment dire, tout cet argent qui circule, ce fric, comme on dit, de façon un peu péjorative, en Afrique, et qui a d'énormes conséquences et incidences sur l'économie, sur la politique africaine. Oui. Vous commencez votre ouvrage avec ces victimes, vous leur rendez hommage. Pour vous, c'est un devoir de mémoire. Et vous commencez avec les élections au Congo qui se sont déroulées en mars 2016. Et vous racontez la fuite de deux familles. Il y a deux filles dedans qui ont 14 ans. Ce sont des choses qui vous ont marqué, ces élections en mars 2016 au Congo? C'est-à-dire que, enfin, pour revenir déjà sur l'ensemble de l'histoire du continent africain, en tout cas sur 2016, c'est vrai que l'année 2016 a été marquée par une période importante au niveau des élections, parce qu'il y a eu le Bénin, le Congo, mais il y a eu également le Gabon, il y a eu Principe, Sao Tomé. Donc c'est vrai qu'il y a eu 16 élections, en tout cas sur le continent africain. Pourquoi moi je reviens sur le Bénin et sur le Congo? Tout simplement parce qu'il est question de mes origines et que, hélas, au Congo, ça a été très très violent. Alors, quand on parle par exemple de la politique du Congo, il faut savoir quand même que depuis plusieurs années, au niveau des têtes politiques, en tout cas des personnages qui sont à la tête du pays, c'est détenu, enfin, ces personnages sont surtout issus d'une certaine ethnie, les Mboshi. Donc, ce qui fait que toute l'histoire de la politique du Congo fait qu'on est toujours dans un conflit interethnique qui fait que ça a des incidences et sur la politique et surtout sur la population, le comment vivre de cette population congolaise. Alors dans Silence, par exemple, page 49, vous dites innocentes victimes, au nom de ces crimes, frères, levons-nous, sœurs, levons-nous, le Congo se meurt, touché en plein cœur, réagissons, dressons-nous pour parer tous ces coups, le peuple marche pour ne pas être lâche. Oui. C'est vrai qu'en fait, bon, moi j'ai suivi les élections de loin parce que ça fait un certain temps que je ne suis pas revenue au pays, mais bon, j'essaie quand même toujours d'être présente en regardant ce qui s'y passe et je dirais en prêtant ma plume à ces personnes qui n'ont pas la possibilité de parler. Et alors, c'est vrai que c'est un côté très imagé, mais je pense que c'est ce qui fait la force de mes écrits. Et je pense que c'est aussi dire à mes frères qui sont en Afrique et qui souffrent que même nous, là, on les soutient. C'est un message d'espoir aussi, même si c'est difficile, en disant que de toute façon, quand on regarde même dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu la colonisation, on s'est fait piétiner, on attendait de prendre le pouvoir, en tout cas de pouvoir gérer notre pays, gérer notre continent. Hélas, la grosse déception, c'est que ça ne fonctionne pas encore. Alors justement, quand vous parlez, on s'est fait piétiner, c'est vrai que dans la poésie, le changement, page 29, vous pointez du doigt l'oppresseur. Mais ce n'est plus l'oppresseur, il y a quelques décennies, le blanc, l'homme blanc, c'est plutôt l'oppresseur, l'homme africain.
Ben oui, parce que en fait, c'est vrai, je dirais que c'est un peu... Nos dirigeants, en fin de compte. C'est nos dirigeants. C'est-à-dire que c'est difficile c'est difficile de se faire exploiter, entre guillemets. D'ailleurs, du coup, je voulais revenir sur la première maxime que j'ai utilisée, c'est quand l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. Et c'est Malcolm X qui le dit. Donc, c'est vrai que on s'est fait bousculer par les Blancs. C'était une chose. Je dis pas que c'est bien parce que voilà. On s'est dit que, voilà, après, avec l'indépendance des pays africains, nous avons eu des dirigeants noirs qui, issus de chez nous, on s'est dit qu'on avait le droit d'avoir un autre espoir. Et hélas, ça continue. Ça continue, on se fait piétiner. Je pense qu'il est important pour le continent africain et même pour l'ensemble des politiciens et l'ensemble des continents, c'est qu'on ne confonde pas sa poche et les poches de l'État. Et hélas, c'est quelque chose qui est fréquent sur le continent africain, mais même ici. Il y a encore des scandales, oui, voilà. Oui. Ah, je ne nommerai personne, mais voilà. Et ça, par contre, je trouve ça insupportable. Alors on critique nos dirigeants, mais aussi l'homme lambda, le citoyen lambda, qui se permet parfois, parce que son voisin est différent, n'a pas la même ethnie, n'a pas la même religion, se permet d'utiliser, d'utiliser des machettes, des saguets, de massacrer, de tuer même des enfants, des femmes, des vieillards. Quelle réponse, quel regard portez-vous justement sur ces exactions, ces massacres? En fait, j'arrive pas à comprendre et je dirais que peut-être qu'à ce niveau-là, j'ai dû garder mes rêves d'enfant. Moi, j'ai été élevée dans un milieu où mes parents me disaient ce qui est important, c'est de respecter l'autre, c'est de respecter les paroles de l'autre dans la mesure où ça ne nous atteint pas, on n'est pas violenté. Sauf que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, alors qu'aujourd'hui, je veux dire, au niveau de la technicité, on arrive à parler à des gens qui sont très très loin de nous, je trouve que plus ça va, plus l'humain est devenu individualiste et presque irrespectueux. Quel est l'intérêt de massacrer l'autre? On va massacrer l'autre. Ok, on le fait disparaître, mais les idées persistent, et heureusement. Mais toujours est-il qu'on n'a pas besoin de tout ça pour avancer. On peut tout simplement s'exprimer et dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Pourquoi avoir ce besoin de l'éliminer? Mais en fait, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la mentalité humaine, et je trouve ça dommageable. Mais je pense qu'il faut le rappeler. Donc on a l'impression que dans votre recueil, l'Afrique a vraiment un avenir très sombre, parce que vous posez cette question dans l'un des poèmes. Quel est ton avenir, Afrique? Je trouve qu'en fait, ce qui modifie aussi les relations humaines et les relations humaines en Afrique, puisque là, il est question de ce continent-là, c'est l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Moi, j'ai toujours cru au pouvoir des mots. Et je pense que si j'écris encore, et je continuerai à écrire, c'est parce que pour moi, les mots sont importants. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le pouvoir de l'argent. Et c'est ce qui détruit tout, c'est ce qui détruit les relations humaines. Et c'est vrai que parfois l'argent aide justement à réaliser nos propres rêves, sans bien sûr tuer son prochain. On en a besoin, parce que de toute façon, à moins qu'on retourne sur, si vous voulez, des relations d'échange qui ne soient que des relations d'échange et pas des relations d'argent. Effectivement, vous avez un savoir, vous me prêtez, en échange, je vous prête, je ne sais pas, le fait de pouvoir chanter, par exemple. Vous savez parler, moi je sais écrire, voilà, on fait un échange de savoir. Très bien, on est sur quelque chose, sur une relation équitable. Sauf que maintenant, l'argent est incontournable et il spolie la qualité de la relation. Et donc voilà, c'est pour ça que vous dénoncez voilà pourquoi tout je cela. le dénonce, et ça me semble important de le dire. Et donc à cause de tout ça, bien sûr, il y a ces victimes qui sont les victimes de nos propres erreurs de vice. Vous dénoncez aussi le pillage des richesses, bien sûr, du continent, mais par l'homme occidental. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'homme occidental, mais aussi l'homme africain. C'est toujours la même question. Justement, je disais dans un poème qu'on était là, on était assis tranquillement, l'homme blanc est arrivé, il nous a dépassés, il a creusé.
Mais en même temps, nous, il est important que nous prenions conscience aussi de la richesse de notre continent. Mais ce que je veux aussi expliquer, c'est qu'on ne peut pas toujours dire que c'est l'autre qui est responsable. Oui. Hein. Nous aussi, on a la possibilité, sous le soleil, de creuser. La terre est une vraie richesse parce qu'on peut cultiver, parce qu'il y a des minerais. Mais travaillons pour répartir, pas pour mettre dans nos propres poches, pour que finalement tous les gens qui vivent sur ce continent-là puissent avoir ce qu'on appelle le minimum vital. Oui, en bénéficier, oui. Tout à fait, oui. Alors, un moment dans votre poème « Vivre en France », page 56, vous parlez de la galère des migrants, c'est-à-dire ce titre de séjour qu'il faut avoir absolument pour rester sur le sol français. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous émeut? Alors, c'est quelque chose qui me touche et qui m'émeut d'abord parce que, comme vous l'avez dit en introduction, je suis assistante sociale, donc j'ai été confrontée à des personnes qui, justement, avaient ce problème de titre de séjour, ce sésame qui permet de rester. J'ai eu des amis aussi qui, pour des raisons ou parfois un peu méconnues, ont perdu leur titre de séjour. Et une fois, il m'est arrivé une chose toute bête. On m'avait volé mes papiers et il a fallu que je refasse mes papiers. Et à ce moment-là, il a fallu que je démontre que j'étais de nationalité française. Ça n'a pas été simple. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment on fait quand on n'a plus de papiers? On est obligé de raser les murs, mais on n'a plus d'existence légale, c'est une perte d'identité. Et j'imagine que pour les gens qui arrivent ici, les migrants qui, dans un premier temps, n'ont pas de papiers, mais ça doit être monstrueux de se dire qu'on a quitté chez nous parce qu'on se disait on arrive sur une terre de liberté. La terre de liberté, effectivement, hélas, ne peut pas accueillir tout le monde, ne peut pas régulariser tout le monde, mais on a choisi, et j'aime bien cette expression, entre la peste et le choléra. Oui. Enfin, c'est juste pour moi impensable. Et puis c'est vrai que pour les migrants, il y a ce côté dépaysement, et puis cette désorientation, c'est terrible. C'est le début d'une autre vie. Oui. Il faut en fait s'habituer à de nouvelles coutumes, avoir de nouvelles valeurs. Mais je pense que ce qui est très difficile aussi, c'est le regard qu'on porte sur cet étranger. Étranger, on ne le connaît pas. Et on lui prête aussi également tous les maux de la terre. Parce qu'il arrive avec sa misère qui dérange, mais du coup, il arrive aussi avec quelque chose qu'on ne connaît pas de lui. Le choc des cultures se fait dans des conditions très difficiles, et pour celui qui arrive et pour celui qui accueille. Oui. Vous abordez aussi dans votre livre le sort des albinos, dans le titre « Infortune ». Oui. Vous connaissez des personnes justement qui sont albinos? Alors, j'ai une amie qui s'appelle Mariam Maïga, qui est albinos, qui vit à Compiègne, qui a créé une association pour aider justement les albinos. Alors, au départ, c'est une promesse qu'elle avait faite à sa grand-mère qui est décédée. Donc, elle a une association qui est au Burkina Faso et qui est également à Compiègne. Donc, son action, elle, c'est de permettre l'insertion des albinos, mais c'est surtout aussi de parler de ce que les albinos vivent. C'est vrai qu'on prête aux albinos des pouvoirs. Voilà, oui, magique, oui. Des pouvoirs magiques. Donc, un certain nombre d'albinos se font tuer. Oui. On récupère des oreilles, etc. Oui. Voilà. Et Mariam, elle en parle bien, et c'est vrai que, très honnêtement, avant que je ne la rencontre, j'avais aussi cette appréhension, parce que je me souviens quand j'allais en vacances à Pointe-Noire, les voisins avaient 3 enfants albinos. Et du coup, pour pas qu'on les enlève ou qu'on leur prête des pouvoirs magiques, ils étaient tout le temps habillés en rouge. Mais c'est vrai que tout le monde se moquait d'eux. Moi, la première, je l'ai regardée vraiment avec beaucoup de crainte. Puis j'ai rencontré Mariam, une jeune femme éblouissante, pleine d'énergie. Elle m'a appris aussi à les connaître, et c'est devenu une amie, et je la respecte, et je voulais lui rendre hommage, je voulais rendre hommage à son travail. Mais ce que je veux savoir, c'est vous étiez enfant, c'est ça, lorsque vous aviez ces voisins Oui, j'étais enfant. Et vous les avez revus? Est-ce que vous avez pu... Non. D'accord. Mais cet échange pour dire de pardon ou de... Non, mais du coup, c'est vrai que quand j'ai rencontré Mariam, déjà, elle est très, elle est très chaleureuse.
Et je me suis dit, mon Dieu, quand je pense qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai eu peur et que finalement, mais c'est aussi le manque de connaissances. Et puis, on racontait tellement de choses sur eux, tellement de choses méchantes, négatives, que du coup, je crois que aucun des enfants ne jouait avec eux. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Mariam, je me suis dit, peut-être que c'est aussi penser à ces enfants-là qui ont grandi. Ouais. Vous dédiez quelques pages au panafricaniste Patrice Lumumba. Pour quelle raison? Parce que vous faites une sorte de résumé de son discours. Voilà, du discours qu'il a fait à Ibadan. Oui. Parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment dans l'histoire de l'Afrique, dans les discours de nos grands intellectuels africains, qu'on peut comprendre aussi ce qui s'y passe aujourd'hui. Effectivement, Patrice Lumumba était instituteur à l'origine. Il a payé très cher, il a payé de sa vie, oui. La volonté de faire du continent africain un continent riche, capable. Tout ça parce qu'en fait, pour être basique, il n'a pas voulu faire ami-ami avec les Blancs. Il était d'accord pour qu'effectivement, il y ait des échanges cordiaux, des échanges, je dirais, au même niveau, mais il n'avait pas envie de se faire manipuler. Et le fait de ne pas avoir voulu se faire manipuler fait qu'il a été assassiné. Mais par contre, il avait la parole vraie. Il a dit les choses telles qu'elles étaient. Et pour finir cette première partie d'émission, vous rendez hommage à votre aïeul Tang Van Sao. Oui. Alors, c'est vrai que mon grand-père, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que je ne l'ai pas connu, je n'ai même jamais vu de photos. Ce que j'en sais, c'est vraiment ma mère qui me l'a raconté. Au niveau de mes origines vietnamiennes, je ne sais que peu de choses, mais je me dis que ce côté vietnamien, il est en moi. Il faut aussi que je rende hommage. Et c'est aussi grâce à mes cousines qui m'ont dit, mais toi qui écris, enfin, tu peux pas raconter, hein, tu peux pas raconter une partie de notre enfance, tu peux pas rendre hommage à notre grand-père. Et je me suis dit, le moment est venu, j'avais envie que, oui, on sache que le nom de jeune fille de ma mère, c'est Tang Van Sao, et j'en suis très fière. Et pourquoi ne pas faire justement un roman avec l'histoire de Tang Van Sao, avec votre mère, et en même temps mélanger une sorte d'histoire fictionnelle avec une histoire vraie? Enfin... Mais c'est déjà un peu de la fiction, parce que, hélas, ma maman est décédée, donc c'était aussi une façon de rendre hommage à ma maman. Donc j'ai fait vraiment avec ce que j'ai pu. Ouais. J'avais des bribes de souvenirs. Après, j'ai mélangé l'histoire de mon grand-père, l'histoire du fleuve, l'histoire du roi Makoko. Donc on est quand même à mi-chemin, toujours en fait dans cette façon que j'ai d'écrire, entre le rêve et la réalité. Après, c'est vrai aussi que depuis peu de temps, je revois mes cousins, donc peut-être qu'il y aura une suite, mais là, pour moi, c'était un début. Merci beaucoup, Assia Printemps Djibirila. Nous allons passer à la deuxième partie, carte sur table. Carte sur table. Alors, il y a une photo qui va apparaître dans l'écran de retour. On vous voit, il y a marqué Assia Printemps Djibirila au Conseil général, une plume au Conseil général. Vous êtes assistante sociale. Alors, quel rôle avez-vous avec le Conseil général départemental? Voilà. Donc, en fait, moi, je suis assistante sociale à l'époque Conseil général, aujourd'hui Conseil départemental. Je suis assistante sociale dans un service qui s'appelle le Relais Autonomie. Hein. Je n'ai pas de rôle politique, je suis tout simplement fonctionnaire. Vous voulez justement avoir un rôle politique? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Je pense que je n'ai pas la carrure pour ça. Hein. Franchement, non. C'est surprenant d'entendre ça. Pourtant, tout le monde, justement, à partir du moment qu'on ait des idées, des convictions, on y va, on fonce. Mais en même temps, à partir du moment où on appartient à une institution, à une association, je pense qu'on peut aussi se brûler les ailes. Oui. Et le fait, en tout cas, mes écrits me laissent toute liberté, toute latitude, je peux dire les choses, oui, sans être obligée de rester dans un cadre. Alors effectivement, je travaille pour le conseil départemental, donc je suis dans un cadre législatif très précis. Je travaille pour ce qu'on appelle un service autonomie. Je m'occupe donc des personnes qui sont en perte d'autonomie, soit les personnes âgées, soit les personnes handicapées. Mais c'est une mission qui m'est confiée via le conseil départemental. Oui. Je n'ai pas de rôle plus important que celui-là.
Donc, c'est-à-dire que vous aidez les familles à placer les personnes âgées à Tout à mobilité fait. réduite. C'est un accompagnement, soit par exemple un placement en maison de retraite ou en institution, soit effectivement mettre à disposition de ces personnes que je rencontre le panel de dispositifs qu'on a pour accompagner les familles, les personnes âgées ou les personnes handicapées. C'est une mission que j'aime bien, qui n'est pas toujours simple, mais qui me donne aussi de grandes leçons de vie. Je voudrais savoir, souvent, il est dit, oui, c'est une honte. En Europe, on laisse nos aïeux, les grands-parents, croupir dans des maisons de retraite, alors qu'en Afrique, au contraire, les cousins, la famille est là pour aider le vieux à s'en sortir. On est là pour lui. Est-ce que vous tenez aussi ce discours ou comme vous vivez en France, donc... C'est-à-dire qu'en fait, si on compare la cellule africaine ou la famille africaine et la famille européenne, elles ne sont pas conçues de la même façon. Et puis, il y a aussi des Européens qui considèrent que placer soit leurs enfants parce qu'il y a un problème de handicap, soit les personnes âgées, il y a des Européens qui ne le font pas. Après, ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que placer quelqu'un, c'est très compliqué parce que ça demande quand même de l'argent. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Ouais. Et puis, je pense que ça dépend à la base de l'éducation qui a été reçue ou qui a été donnée. Voilà. Oui. Après, mais c'est vrai que certaines maisons de retraite, c'est difficile. Ouais. Je dois dire honnêtement qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu l'obligation de mettre ma maman en maison de retraite parce que je n'avais pas le choix, tout simplement parce que le logement que j'avais n'était pas adapté à son souci de santé. Ça a été un moment difficile. Oui. Par contre, il y a ce qu'on appelle en France les familles d'accueil, qui sont des familles de substitution, et il arrive que ce soit une alternative très intéressante, parce que du coup, c'est une seconde maison. Oui. Et je dirais, c'est toujours pareil, ça dépend de sur qui on tombe. Oui. On va passer au portrait chinois. Alors, si vous étiez une chef d'État, quelle serait votre première priorité? Ma première priorité, ça serait, je dirais, le minimum vital sur le plan financier pour chacun. Ouais. Parce que c'est encore mon côté assistante sociale. Hein. Quand on parle du RSA, on se rend compte que effectivement c'est de l'argent qui est donné, mais c'est beaucoup trop peu. Et je pense qu'il faudrait lisser ce revenu minimum pour les personnes, les plus démunies. Et puis, je pense que de temps en temps, il faudrait aussi que nos chefs d'État vivent, je ne sais pas, une journée ou un mois avec le RSA pour qu'ils aient conscience du prix des choses. Bonne idée. Si vous étiez professeur dans un collège ou un lycée, quelle matière enseigneriez-vous? Alors, du coup, j'oscillerais entre 3 matières. Le français, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu vos yeux briller. Je me dis, ça doit être le français, parce que j'ai vu tout de suite vos yeux briller. Oui, le français, que j'aime beaucoup. L'histoire et géographie, parce qu'en fait, on a besoin d'histoire pour savoir d'où on vient, il faut savoir qui on est. La géographie, parce que du coup, ça permet d'aller voir dans différentes cultures, et que pour moi, c'est un élément constitutif de l'être humain. Et allez, le troisième, c'est prof d'anglais, parce que j'adore cette langue. Si vous étiez un styliste, qui seriez-vous? Alors écoutez, je ne vais pas être objective du tout, mais je dirais ma sœur Almen Jibirila, puisqu'elle a été styliste, oui. Voilà, et qu'elle a fait partie des premiers stylistes africains, donc je dirais ma sœur. D'accord. Voilà. Elle s'appelle Almen Jibirila. Almen Jibirila. Si vous étiez une sportive de haut niveau, quelle discipline pratiqueriez-vous? La course, l'athlétisme, oui. Je trouve ça... Oui, je cours pas très vite, hein, mais je trouve ça fascinant parce que quand on regarde le corps des femmes athlètes, elles ont une espèce de... Enfin, pour moi, c'est du muscle, oui. Puis elles sont belles. Enfin, on dirait un peu des tigresses, puis on a l'impression qu'elles vont s'envoler. Oui, j'aimerais savoir courir, mais je ne sais pas. Et si vous étiez une grande chanteuse de variété ou lyrique, qui seriez-vous? Une grande chanteuse.
Ah, là, vous me collez. J'ai plein de noms en tête, mais... je vais vous dire Myriam Makeba, mais c'est vrai qu'elle reste très ancienne. Il y a plein de nouvelles chanteuses. Oui. Il y en a une, mais alors le problème, c'est que moi j'ai un problème de mémoire. Une jeune femme qui était, je crois, qui était mannequin, qui vient de sortir un superbe disque. Je n'arrive même pas à retrouver son nom. Ah ouais, moi non plus, je ne vois pas. Mais Elle est magnifique. Ouais. Elle est encore passée il y a pas très longtemps. Oui. Elle était mannequin, elle vit aux États-Unis. Écoutez, vous me collez, je suis désolée. Désolée. En tout cas, mais une américaine blanche ou non, une noire. Elle était mannequin. Écoutez, si je retrouve tout à l'heure, je vous dirai. D'accord. Eh bien, nous allons passer sur ces derniers mots. Nous allons passer au coup de cœur. Alors, pour le coup de cœur, Assia Printemps Jibirila. Alors, voilà. Donc, je vous ai ramené une petite trouvaille qui s'appelle Polygamique. Le livre m'a été offert par Natacha Pemba, qui a fait aussi partie des 11 auteurs qui ont écrit Sirène des Sables. Alors, dans Polygamique, on pourrait penser polyphonie, polygamie, polyamour. Alors, Natacha, qui est née à Pointe-Noire, qui aime et la philosophie et la littérature, brosse au travers de ses 8 nouvelles des tranches de vie et elle aborde un certain nombre de problématiques. Les relations entre les hommes et les femmes, les troisièmes bureaux, le mythe du blanc, le mythe de la belle-mère. Natacha, en tout cas, elle écrit comme elle est. C'est une femme qui est pleine de surprises, et qui est, pleine de générosité. Et dans Polygamique, c'est vraiment un voyage qui a été édité aux éditions Doxa, que je vous conseille. Un vrai plaisir. Merci beaucoup, Assia Printemps Jibirila, pour ce coup de cœur. L'émission touche à sa fin. Eh bien, merci d'être venu nous voir pour nous présenter votre dernier opus, Afrique, aux éditions Les Plumes d'Ocris. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.